Troisième chapitre. Il fut arrêté l'après-midi même. Nancy Chavez fut témoin de la scène. Elle travaillait accroupie dans une rangée, détachant les melons mûrs de la tige rampante, tournant délicatement ce qui serait mûr d'ici un jour ou deux, les poussant sous les feuilles pour qu'ils ne soient pas exposés au soleil. Son sac, dont la courroie de corde lui entaillait l'épaule, était presque plein. Encore quelques melons, puis elle le porterait jusqu'au chemin de terre et le ferait passer à Vincent Majestic, qui se tenait dans la remorque attelée au pick-up. Il parlerait peut-être un peu pendant qu'il viderait le sac et qu'elle boirait de l'eau du sac en toile qui pendait à la paroi latérale de la remorque. Elle avait éveillé la curiosité de Majestic. Il l'avait reconnu, tout comme il éveillait la curiosité de Nancy. Elle avait envie de lui poser plusieurs questions, mais elle ne savait pas si elle oserait le faire. Elle aurait aimé savoir s'il vivait seul ou s'il avait une épouse quelque part. Elle se demandait s'il savait ce qu'il faisait, s'il pourrait récolter 65 hectares d'ici la fin de la semaine suivante, trier et emballer les melons et les transporter chez un courtier. Bien que ce fût une récolte tardive, il allait être à court de temps. Quand son sac fut plein, elle leva les yeux en se redressant et vit l'éclat des feux bleus de la voiture de patrouille qui était arrêtée sur le chemin, à côté du pick-up. Elle vit les deux policiers, uniformes kaki et chapeau de cow-boy, parlant à Majestic qui était sur la remorque. Quand il en descendit et qu'un des policiers le prit par le bras, il se dégagea brusquement et l'autre policier s'approcha, la main sur son étui à revolver. Mais que pouvait-il bien se passer? Nancy Chavez lâcha son sac et partit à travers les rangées en direction du chemin. Maintenant, d'autres cueilleurs regardaient et Larry Mendoza sortait du champ, non loin de là où elle se trouvait. Elle se dépêcha, mais avant qu'elle et Mendoza aient atteint le chemin, Majestic était déjà dans la voiture de patrouille qui s'éloignait avec ses feux bleus qui tournaient, et, dans son sillage, un nuage de poussière qui se dispersa et disparut quand la voiture s'engagea sur la départementale en direction d'Edna. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Nancy Chavez. « Ils l'ont arrêté » Larry Mendoza secoua la tête en plissant les yeux à cause de l'éclat du soleil. « Je ne sais pas. Mais il vaut sans doute mieux que quelqu'un aille se renseigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa maison qui vaudrait mieux que vous alliez prévenir? Non. Il n'y a personne que lui qui habite là. Il n'est pas marié? Il l'est plus. La voiture de patrouille n'était plus visible, mais les yeux de Mendoza étaient quand même fixés sur la route. C'était des adjoints du shérif, dit-il. Bon ben, vaut mieux que j'aille me renseigner. Si vous voulez que je fasse quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander, dit la fille. Allez-y, nous nous occuperons des melons. Le poste d'Edna des services du shérif du comté avait été restauré et peint en vert clair. Tout était vert clair, les murs de parpaing, les bureaux métalliques, les sièges, le comptoir en formica, vert clair et finition d'aluminium étincelant sous l'éclairage, éclairage fluorescent. Ils firent entrer Majestic dans un bureau, le firent asseoir contre un mur et le laissèrent. Au bout d'un moment, un des adjoints qui l'avait arrêté revint en portant un dossier, s'assit à un bureau sur lequel il y avait une machine à écrire et se mit à picoter les touches avec 2 doigts. Cet adjoint s'appelait Harold Ritchie. Il était bâti comme un lanceur de marteau. Il avait fait 4 ans de service dans les marines, au cours desquels il avait combattu au Vietnam, et il avait un tatouage sur l'avant-bras gauche. Un serpent enroulé autour d'un poignard avec cette inscription: plutôt la mort que le déshonneur. Baissant les yeux sur la machine, il dit, comme s'il récitait un texte qu'il connaissait par cœur, « Ce mandat stipule que vous avez été arrêté pour agression avec une arme offensive. Vous pourrez choisir de ne rien dire à partir de maintenant et vous avez le droit de vous faire assister par un conseil. Vous pouvez appeler un avocat ou une personne de votre choix. Vous n'avez droit qu'à un coup de téléphone. » L'adjoint s'interrompit et leva les yeux, quand un homme en costume d'été entra dans le bureau et referma la porte en disant « Continuez, je ne veux pas vous interrompre. » Il avait un ton aimable et l'air un peu fripé. Sans trop savoir pourquoi, en le voyant, Majestic pensa à un professeur de lycée qui aurait donné des cours de littérature et d'instruction civique pendant au moins 30 ans, et pourtant il savait que cet homme était un policier, après quoi, poursuivit Ritchie, vous serez mis en liberté sous caution si vous le désirez, ou vous serez détenu ici en attendant d'être emmené au chef-lieu de canton pour comparaître devant un jury d'accusation.
L'adjoint leva les yeux, il avait terminé. L'homme d'apparence aimable s'approcha du bureau en regardant Majestic. « Je suis le lieutenant McAllen, dit-il. Vous avez compris les droits qui vous sont garantis par la loi ? Je peux la fermer, et on dirait bien que c'est à peu près tout, répondit Majestic. Vous pouvez donner votre version des faits, si vous voulez. Ne vous gênez pas. Un homme que je n'avais jamais vu a essayé de m'obliger à utiliser une équipe dont je n'avais pas besoin. Alors, vous l'avez frappé avec un fusil. Je l'ai frappé avec un poing. Le plaignant affirme qu'il vous proposait une affaire. Au lieu de répondre simplement « non merci », vous l'avez frappé avec un fusil. C'était le sien, pas le mien. Cet homme s'était introduit sans autorisation sur ma terre. Vincent, ah, Majestic, qu'est-ce que vous êtes? Polac? Majestic l'observa sans rien dire. Le lieutenant regardait à nouveau le dossier. Il cultive les melons, dit l'adjoint. En général, il reste à l'écart. Je veux dire que, jusque-là, nous n'avions jamais eu d'ennui avec lui. Mais de temps en temps, vous aimez bien vous mêler aux autres. Cette fois-là, en Californie, vous vous êtes servi d'un fusil? J'étais dans un bar. Un homme m'a frappé avec une bouteille de bière. Vous étiez là, assis, à vous mêler de vos affaires, et il vous a frappé avec une bouteille. Nous discutions de quelque chose et nous n'étions pas d'accord. Il voulait qu'on aille dehors. Je lui ai dit de boire sa bière. Alors il vous a frappé, et vous lui avez rendu ses coups. Si c'était votre premier délit, comment se fait-il qu'on vous ait mis en prison? Le gars a dû rester un moment à l'hôpital, répondit Majestic. Il est arrivé au procès avec une clavicule cassée et la mâchoire cerclée et des copains à lui qui ont prétendu que c'était moi qui avais commencé et que je lui avais donné un coup de pied dans la figure quand il était par terre. Mais vous n'avez pas fait une chose pareille. On m'a déjà jugé pour ça. Vous voulez recommencer? Vous avez purgé votre peine et maintenant vous gagnez honnêtement votre vie. Vous êtes marié? Je l'ai été pendant 4 ans. Ma femme a demandé le divorce pendant que j'étais en prison. Elle vous a laissé tomber, hein? Vous ne vous entendiez pas? Vous voulez qu'on parle de mon mariage? Savoir ce que nous faisions au lit? Pendant un moment, McAllen ne dit rien. Il regardait fixement Majestic, puis il se tourna pour s'en aller, en laissant tomber le dossier sur la table, et il dit « Je crois que vous feriez mieux de parler à un avocat. Lieutenant, j'ai une récolte de melons à faire. » Il vit McAllen hésiter et se retourner vers lui. « Laissez-moi faire ma récolte et je reviendrai tout de suite après. » McAllen prit tout son temps pour demander. « C'est tout ce qui vous inquiète? Des melons? Il faut qu'ils soient cueillis et emballés cette semaine, autrement je perds la récolte. Je ne vous demande rien que quelques jours. La cour fixera le montant de votre caution, dit McAllen. Payez-la et vous pourrez aller cueillir tous les melons que vous voudrez. Sauf que si je paye la caution, je n'aurai plus d'argent pour payer une équipe, et je ne peux pas récolter 65 hectares tout seul. » McAllen se remit à observer Majestic d'un air songeur. Puis il dit « Je ne sais rien de vous en dehors du fait que vous avez été arrêté pour agression et que vous avez déjà été condamné. Je n'ai donc aucune raison de vous plaindre, n'est-ce pas? Je vous donne ma parole, dit Majestic. Je reviendrai tout de suite après. Et même si je vous plaignais, s'il m'arrivait de vous croire, il se trouve que la loi n'a pas prévu le cas de votre parole, dit McAllen. C'est comme ça. Il fit demi-tour et sortit. Larry Mendoza attendit 3h30 sur un banc près du comptoir de la réception, levant les yeux, à chaque fois qu'un adjoint sortait du bureau. Les gars bavardaient entre eux en buvant du café et faisaient comme s'il n'existait pas. Finalement, ils lui dirent non. Il était maintenant trop tard pour qu'il voie son ami. Il lui faudrait revenir demain. Ils lui dirent que son ami était accusé de coups et blessures volontaires, que le montant de la caution était fixé à 5 000 $ et que ça lui coûterait 500 $ cash s'il voulait aller au chef-lieu du comté demander à un cautionneur d'avancer l'argent, ou alors il pouvait attendre 2 jours et la comparution devant le jury d'accusation. Si la cour fixait la date du procès et nommait un avocat, peut-être que l'avocat pourrait faire baisser le montant de la caution. Oh, mais il ne connaissait rien, lui, aux cautions et au jury d'accusation. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Comment pouvait-il arrêter un homme qui avait viré de sa propriété quelqu'un qui n'avait rien à y faire? Ce n'était pas normal. Quand il rentra, Julio avait déjà ramassé son équipe et ils étaient partis. Il demanda à Hélène, son épouse, à Nancy Chavez et aux 4 hommes qui étaient avec elle, tous, assis dans l'ombre,
sur les marches du perron de sa maison, si c'était normal. Nancy Chavez lui dit « Ouais, les flics. S'adresser à des flics, c'est comme s'adresser à un mur. Ils vous disent jamais rien qu'ils n'aient pas envie de dire. » Non, bien sûr, c'était pas normal. Mais bon sang, on ne pouvait pas s'attendre à ce que des flics soient normaux. Tout ce qu'ils pouvaient faire, eux, c'était continuer à travailler. Ils pouvaient au moins faire ça pendant qu'il était en prison, et puis tous allaient dire au jury d'accusation, si c'était comme ça qu'on l'appelait, ce qui s'était passé. Et peut-être que si le juge écoutait, il verrait que c'était pas normal, et il laisserait partir Vincent. Peut-être. Hélène Mendoza permit à Nancy d'utiliser sa cuisine, et elle lui donna des haricots verts et des betteraves, pour accommoder des spaghettis franco-américains que Nancy préparait pour ses amis, et pour elle-même. Larry Mendoza leur dit pourquoi ne pas habiter la maison de Vincent pendant qu'il était en prison. Ça n'ennuierait pas Vincent. En fait, c'est ce qu'il aurait voulu. Nancy Chavez répondit d'accord, pour une nuit. Mais demain, il retaperait le logement des saisonniers, il nettoierait la cuisine et 2 chambres et il s'y installerait. Ils avaient du matériel de couchage dans la voiture. Pour une semaine, ça pourrait aller. Ils avaient logé dans des endroits pires que ça. Le lendemain, samedi, Larry Mendoza retourna au poste d'Edna. On le fouilla soigneusement et on le mit dans une sorte de cagibi, où il y avait une table, 2 chaises, l'une en face de l'autre et un classeur métallique. Il attendit là environ une demi-heure, puis un adjoint fit entrer Majestic et ferma la porte. L'adjoint attendit dehors, il le voyait à travers la partie vitrée de la porte. « Vous allez bien ? »« Nom d'un chien, tout ça, c'est pas normal. »« Je vais très bien, » répondit Majestic. « Écoute, il nous faut penser avant tout à la récolte. Et tu viens me rendre visite, alors que tu devrais être en train de travailler avec l'équipe. Mais nous nous faisions du souci pour vous. Et s'ils vous mettaient en prison, je suis déjà en prison, à la maison centrale. Pour quelque chose qui est pas normal, nous allons au tribunal lundi. Je verrai si je peux parler au juge, tout lui expliquer, dit Majestic. Et nous serons là, dit Mendoza. Nous leur dirons ce qui s'est passé. Je le leur dirai. Vous serez dans le champ de melon. Vous avez besoin de toute l'aide possible, Vincent. Il vous faut un avocat. J'ai bien plus besoin de cueilleur que d'un avocat, dit Majestic. Et les 2 coûtent cher. L'adjoint a dit que la cour nommerait un avocat. Peut-être. On verra ce qui se passe. Mais dans l'immédiat, aujourd'hui et demain, les melons sont là-bas, hein, et ils n'attendront pas beaucoup plus longtemps. Si vous ne les rentrez pas, ce sera une récolte de perdus, la 2e en 2 ans. Mendoza, perplexe, fronçait les sourcils. Comment ça peut arriver, une chose pareille? C'est vraiment pas normal. Je ne sais pas, répondit Majestic. Si ce n'est pas la sécheresse ou la grêle, c'est autre chose. Un petit gars maigrichon qui se prend pour un dur de dur arrive. Bobby Copas, dit Mendoza. Ce matin, Julio a dit qu'il avait vu la voiture de ce type garée dans un motel. Où ça? Ici, à Edna. Il traîne encore par ici. Je ne peux pas penser à lui, dit Majestic. Je voudrais bien le revoir un de ces jours, c'est sûr, mais je ne peux pas penser à lui. Sinon, je risque de me mettre en tête qu'il faut que je m'évade. Mendoza tendit la main par-dessus la table pour lui toucher le bras. « Vincent, surtout, faites pas de bêtises. Tenez-vous tranquille, hein ?»« J'essaierai, » répondit Majestic.